Bonjour à tous, bienvenue sur Urban Taste. Moi, c'est Karim Arret et aujourd'hui, je vais vous parler d'un entrepreneur assez atypique qui a encore une fois un parcours un peu détonnant. Il va nous expliquer comment on peut passer d'un cabinet ministériel à la création d'un rêve, à l'aventure qu'il vient d'entreprendre, avec forcément, je pense que vous l'avez tous deviné, la création de sa propre bière. Si vous aussi vous aimez ce genre de parcours un peu atypique, de découverte, en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de vous montrer dans cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Bonjour Simon, Salut Karim. comment ça va? Bah écoute, super, content d'être là. Merci déjà pour ce petit cadeau d'entrée. Je pense Avec que grand plaisir, à on ta peut se faire santé plaisir. d'ailleurs. À la Santé, tienne, merci oui, hein. beaucoup. Ouais, désolé, il va y avoir des silences dans l'émission, mais je pense qu'un bon produit comme ça se mérite. Simon, dans l'émission, en général, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un peu le parcours de l'invité. Oui. Et effectivement, j'ai toujours de la chance, j'ai des parcours un peu surprenants, un peu atypiques. Tu n'es pas brasseur, de base. Non, absolument pas, effectivement. Oui, c'est Donc, juste. moi, de ce que j'ai un peu pu voir dans les informations, tu as un parcours assez classique, en fait. Tu as fait l'ULG. Oui, c'est ça, enseignement classique, secondaire, primaire, etc. Puis l'université. Ouais. D'abord en géographie à l'ULiège. Donc là, vraiment, déjà, je m'étais orienté vers l'urbanisme sur la spécialisation de fin d'études. Mhm. Et puis alors, une maîtrise complémentaire par après dans le premier master de l'Université de Liège en urbanisme et aménagement du territoire de l'époque. Donc, il On est venait déjà il y d'ouvrir. a quelques années, quoi. Oui, c'était fou, là, 2007, 2006, 2007 par là. Ok. Oui. Et la géographie, t'avais déjà quel objectif en faisant ce genre d'études? Alors, je dois bien avouer, je n'en avais pas beaucoup. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en secondaire, comme à mon avis, pas mal d'étudiants de secondaire, en train de se demander, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après. J'étais plutôt orienté scientifique, clairement, que littéraire. Mhm. Et au moment, passé une cassette comme ça qui est passée dans la classe qui s'appelait « Pourquoi pas la géo Ok. qui avait été faite par l'Université de Liège. Cassette assez drôle parce qu'en fait, et bien faite parce que ça montrait un petit peu tout ce à quoi pouvait toucher la géographie. Et c'est assez génial parce que encore aujourd'hui, je suis convaincu que 99% des personnes ne savent pas à quoi sert un géographe, à part faire des cartes, ce qui n'est qu'une toute petite partie d'entre nous. Ou finir prof de géo. Ou prof de géo, bien évidemment. J'ai ce Bien cliché évidemment, c'est un peu le même cliché que les historiens finalement. Tu fais histoire, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi devenir historien? Ouais, prof d'histoire, c'est une petite option sans doute. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la géo, j'avais vu cette cassette-là, elle montrait vraiment toute une série d'applications, donc aussi bien la géométrologie, la géomatique, donc tout ce qui est satellite. Ok. Je prends un exemple qui m'a toujours marqué, c'est les cartes de fidélité des magasins. Oui. On se dit toujours c'est pour des points, etc. En fait, pas du tout. Derrière, c'est une mine d'informations et de données. Ces données, on les exploite de plusieurs façons, mais on peut les exploiter graphiquement. Mhm. Et ça, c'est les géographes qui sont en charge notamment de savoir comment tu consommes, où tu consommes, à quelle fréquence, et croiser ces données-là avec d'autres données publicitaires, autres. Voilà, ça va beaucoup plus loin qu'une simple carte de fidélité. Et c'est voilà, une des choses qui font partie de Ok. cette cassette et pourquoi pas la géo. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de débouchés possibles. Il y en aura bien qui me convaincra. C'est Et donc, vraiment un métier méconnu parce qu'effectivement, moi, quand tu parles de géographie, le cycle de l'eau. Moi, je me souviens de ça en secondaire, par exemple. oui, tu vois. ça en fait partie aussi. Il y a la climato, hein, évidemment. Ouais. Donc, tout ce qui est météorologie, etc. Ça fait partie de. Il y a deux grandes familles de géographes. Mhm. Hein, donc, il y a la géographie physique et la géographie économique. Donc, la géographie physique, c'est vraiment hydrographie, géomorphologie, etc., etc. Et la géographie économique, là, c'est plus vraiment l'urbanisme. D'accord, l'aménagement l'analyse du un petit peu des territoire, habitudes, voilà, etc. exactement, oui. Plus les géomaticiens, géométrologues, mais on se sépare très vite D'accord. quand on dit à l'époque, maintenant c'est les licences. Non, Ah oui, je saurais je plus sais le dire. plus. Je Non, t'avoue que licence, c'était quand on dit licence et puis ouais, non, c'est bachelier, puis voilà, master. bachelier, master, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Je t'avoue que j'ai quitté aussi les bancs de l'école il y a quelques années. Et ok, tu vois, bon, on est d'accord finalement, tu n'es toujours pas géographe. Ah, là, je l'ai été. Ah, tu l'as Je été, l'ai été. d'accord, c'est ça. Je suis diplômé de la faculté de géographie et de la faculté de sciences appliquées en urbanisme. J'ai les deux Ok. diplômes et j'ai exercé, mais je ne le suis plus vraiment Et quand tu as aujourd'hui. exercé, c'était plutôt en urbanisme. De ce Oui, que j'ai c'est ça, trouvé, c'est ça. c'est ça. Donc j'ai commencé 2 ans d'abord dans l'administration communale à Chaudfontaine, Mhm. où j'étais conseiller en logement. Donc j'aidais les personnes à avoir des primes au logement, etc. Il y avait une politique un peu d'incitation à la remise sur le marché de biens inoccupés. Enfin, Ouais. voilà, toute une agence sociale immobilière. C'est assez varié, on va dire ça comme ça. Et puis au bout de 2 ans, voilà, quelqu'un m'a proposé de rejoindre un cabinet ministériel. C'est ça.
Et voilà, j'avais envie de... Et là, pareil, tu mettais toujours à profit, par contre, ton Oui, diplôme. oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et j'ai quand même fait 50 cabinets derrière. Ok. Je suis resté à mandat complet comme conseiller ministériel. Expérience extraordinairement enrichissante. Mais c'est assez particulier. Je crois savoir que quand tu travailles comme ça, c'est pas vraiment des CDD ou des CDI, c'est genre une mission plutôt, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on est attaché au ministre pour lequel on travaille. Et quand le mandat du ministre prend fin, ben, notre mandat Le contrat prend prend fin fin également, aussi. quoi. Ok. Ouais, c'est une sorte de CDD Et alors, lié au ministre. mais comment est-ce que tu passes d'un métier un peu rangé, un peu classique, je vais dire, à la création d'une bière? Mais j'imagine que c'est une idée qui te trottait quand même en tête depuis un moment. Oui, ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que les géographes, en fait, on touche un peu à tout et on est souvent en extérieur. C'est-à-dire qu'on était beaucoup dehors, on était beaucoup sur le terrain, etc. etc. Et il se trouve que, malheureusement, pour moi en tout cas, je me suis rendu compte que les géographes urbanistes sont surtout cantonnés à faire un peu de la législation, je ne peux pas dire bête et méchante, mais dire, ben voilà, vous ne pouvez pas parce que dans tel lotissement, c'est des briques jaunes et pas des briques rouges. Ou bien, voilà, c'est surtout de la paperasse Ouais. et c'est peu de terrain. Voilà, à titre personnel, j'avais vraiment besoin de ce côté terrain, d'être à l'extérieur, de vivre des choses un peu plus, de bouger en fait, Ouais. simplement. Bah, c'est un peu le cliché administratif qu'on a à se dire, voilà, quand tu travailles dans l'administration, tu es bloqué derrière un bureau, tu fais pas grand-chose. J'exagère le pli parce Oui, que à quand mon j'ai avis. rendez-vous à la ville, etc., j'ai toujours l'impression que personne ne travaille assez vite pour moi en tout cas, mais forcément, je pense qu'ils ont une surcharge de boulot assez incroyable. Mais je pense qu'on se rend pas compte de la charge administrative et de la paperasse. Oui, tout est codifié pour le moins de petites modifications, de petits changements. Il faut absolument des documents, tout doit être mis par écrit. Enfin voilà, c'est assez. C'était pas mon truc, quoi. Après, je comprends que Ouais. ça peut être celui d'autres personnes, mais voilà, moi j'avais ce besoin d'autre chose. Ce Et besoin de terrain, tu disais. oui, ce besoin de terrain, et puis ce besoin aussi de pouvoir créer des choses par moi-même Mhm. et ne pas avoir besoin de 36 autorisations pour faire quelque chose. Foncer et avoir un résultat direct, bon ou mauvais, mais voilà, Ok. Et avancer, quoi. je pense que ton idée n'a pas mûri. Enfin, je pense qu'il y avait. Enfin, on va dire que l'affect pour la bière existait depuis sûrement les études, Oui, alors, comme beaucoup de Liégeois. ce qu'il y a, c'est que je suis un peu, enfin pas un peu, je suis un grand épicurien. Oui. J'ai toujours aimé tout ce qui était nourriture, boisson en général. Et sur la fin de mes études, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la bière. Oui. Et À la consommer ou à la faire? Alors justement, je la consommais avec mes amis. Entre On autres, s'était une évidemment. fois croisés d'ailleurs à l'époque. Hein. Évidemment. Mais comment j'ai vraiment voulu comprendre ce qu'il y avait derrière le produit, comment c'était fait, comment tout ce qui était levure, tout ce qui était bactéries parfois qui pouvaient Mhm. arriver, etc. aussi. Enfin voilà, j'ai voulu comprendre comment le produit se faisait. Je me suis beaucoup documenté, et puis j'ai commencé à faire des petites bières pour moi, mes amis, etc. Des Ok. kits de base qu'on vendait Oui, un j'ai peu déjà moins tenté. sur Internet à l'époque. Il fallait quand même aller dans le Ouais, magasin. mais j'ai déjà tenté un kit comme ça. Ah Bah, je l'ai bu par principe, mais c'était pas terrible. Je me suis un peu loupé, je crois. Mais voilà, c'est pas toujours des bières extraordinaires, mais disons que pour la compréhension primaire, je vais Mhm. dire, première approche, on va dire ça plutôt comme ça, du process, Ouais. je trouve ça quand même intéressant parce que ça explique quand même pas mal de choses. Maintenant, c'est clair que c'est pas avec les quelques notions de base comme ça qu'on peut aller loin, mais disons que, voilà, moi, c'est ce qui m'a permis en tout cas de mettre un premier pas dedans, en simple curieux pour Ouais, bien commencer. sûr. Ouais. Oui, parce que de toute façon, le jour où tu vas apprendre à faire du vélo, si t'as pas de vélo, ça devient compliqué. Voilà. Donc, si tu veux apprendre à faire de la bière, on va commencer par un petit truc. Exactement. Parce que c'est des kits bon marché, hein, il y a quand même. Oui, c'est très accessible. Ouais. Et en plus, ça a le gros avantage de ne pas devoir retourner sur des bancs d'école. Oui, aussi. Parce que, voilà, moi, j'adore apprendre, mais je n'aime pas trop apprendre de manière... alors, bizarrement, pour Un peu quelqu'un trop qui a... scolaire. Oui, Pour un universitaire, c'est comique. oui, Parce c'est assez que... bizarre, mais voilà, j'ai jamais trop été dans le moule classique. Je veux dire, j'étais pas un cancre, mais j'étais pas non plus plein de brillant. J'étais plutôt dans la moyenne, on va dire ça comme C'est ça. passé. C'est passé, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup mieux apprendre par le Par la pratique, le travail, quoi. la pratique que la théorie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et du depuis. coup, cette mission pour le cabinet ministériel touche à sa fin. Oui. Tu te trouves un peu à te demander ce que tu allais faire, j'imagine. Alors, paradoxalement, on en rigole souvent avec des amis, parce que j'ai noué beaucoup de liens d'amitié pérennes avec le cabinet. Mhm. Non, j'ai écouté le cabinet en me disant, je veux faire de la bière. Donc, Ok.
Je ne savais pas comment, je ne savais pas comment j'allais y arriver, par quelle voie j'allais passer, mais Ouais. je me suis dit à un moment, je veux faire de la bière. Alors au début, c'était une idée claire, mais non étudiée, je vais dire, hein, mais il a fallu quand même un peu se poser 2-3 questions avant de se Je lancer. pense qu'il y a un peu de logistique, un petit peu d'études Oui, de marché peut-être. Enfin, en je fait, veux j'ai dire, fait voilà, les géographes, ils font les analyses AFOM, hein, donc, Ok. ou SWOT, ça dépend tu vois, pas on en comment on apprend dit. plein sur le Voilà, métier. voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les analyses atout, faiblesse, opportunité, menace. Ouais. Et donc, en gros, on fait une croix. Hein, et alors, on identifie un peu nos atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces du projet qu'on a. Et ça permet de comparer des projets entre eux, par exemple, les situations entre elles. C'est le SWOT en anglais, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok, je c'est l'ai. le SWOT, c'est ça. Ouais, ouais. Strength, weakness, Exactement, voilà, c'est opportunity et threat. parfaitement ça. Yes. Et en fait, si tu veux, j'avais 3 projets en tête Mhm. possibles. Il y avait un premier projet qui était ouvrir une société de parc et jardin, Ok, oui. parce que j'avais la garantie En d'être dehors. raccord, Ah, voilà, j'étais en sûr raccord d'être avec ce que tu dehors. veux. Alors par contre, je connaissais rien. Mais alors rien du tout. D'accord. Mais j'avais déjà j'ai une sensibilité pour tout ce qui est plantes, horticulture, etc. J'aime bien, Mhm. même chez moi, jardiner. Ah, c'est marrant, tu as chipoter. l'urbanisme, je me suis dit que c'était peut-être un peu logique dans ma tête. Non, parce qu'en fait, l'urbain a besoin de verdure aussi. Et donc, c'est un peu l'aménagement d'espace. Enfin, c'est pas tellement... Ok, c'est plutôt un travail complémentaire à l'urbanisme Oui. que ce que tu faisais précédemment. Quoi. L'un peut fonctionner avec l'autre. Mais par contre, là, mes connaissances étaient vraiment archi nulles. Et puis, il y avait un deuxième projet qui était plutôt un constat que j'avais fait pendant les années en entreprise. C'est que... en fait, quand tu fais un team building dans les entreprises, Mhm. à part le kayak, le paintball et le bowling, il n'y a pas grand-chose. Ouais, ça tourne un peu en rond. Voilà, ça veut toujours la même chose. Et j'avais une connaissance qui faisait des choses sur Bruxelles, Ok. qui étaient des jeux immersifs par groupe de sociétés, amis, EVG, tout ce qu'on veut. Hein. Ouais, bien sûr. Et alors, c'était des énigmes à résoudre dans la ville. Avec des tablettes, avec des jeux. Une petite chasse au trésor. Une sorte de chasse au trésor, voilà, immersive. Et je me suis dit, le concept est super chouette et ça n'existait pas à Liège. Alors, je me dis, bah, voilà, pourquoi pas développer ce genre de projet. Ça, je connaissais les besoins, mais de nouveau, je ne connaissais pas trop la méthode. Mhm. C'était un peu flou. Et puis, il y avait la bière. Et en faisant cette analyse un peu SWOT ou FOM, ben, je me suis dit, en fait, finalement, la bière, c'est pas si con que ça. C'est pas là que tu as le moins de possibilités finalement et le moins de force. Quoi. Mais alors que, allez, on est en Belgique, la bière, je pense qu'il y en a à tous les coins de rue, je pense qu'on n'a pas idée du nombre de microbrasseries qu'il y a. Oui. Comment est-ce que tu peux te dire, je vais lancer ma bière, ok, c'est un truc qui me passionne, mais ouais, j'ai 2-3 concurrents, quoi. Bah, d'abord, à l'époque, il faut se rendre compte que c'était en 2014 quand j'ai quitté mon ancien boulot. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries en 2014. Ok. C'était le tout début du phénomène de retour des microbrasseries. Donc, il y avait... on était une petite dizaine sur le marché, je pense. Ouais. Il y a Ici pas- pour la pas grand région, monde. quoi, finalement. Oui, c'est ça. On va dire région wallonne. Hein, on va parler Ouais, ouais. région wallonne. Et donc, le champ est encore assez libre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, faut bien le dire. Et donc, mais c'était pas tellement le projet brasserie, c'était plutôt un peu le réseau, parce que j'avais été dans les cercles étudiants. Un petit peu de guindaille liégeoise. Voilà. Mon papa a eu une activité de grossiste en boisson, donc Ah oui, ok. on livrait les bars, etc. Ouais. Après l'école, j'allais l'aider à ranger les palettes. Enfin, bon, voilà. Ouais, j'avais déjà un pied dedans. Voilà, j'avais déjà un peu un pied Pour dedans. le réseau de distribution, en tout cas. Oui, j'avais déjà une compréhension du milieu un peu plus poussée que pour les autres projets. Et donc, c'est ça que je me suis dit, allez, on va le tenter sans trop y croire, mais on va y aller à fond et on va donner les moyens. Et du coup, quelles sont un peu les étapes pour créer une société comme ça qui va faire de la bière? Alors, je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi généralisable, mais en tout cas, le mien, ça a été d'abord me renseigner sur un peu les aides disponibles, les formations disponibles. Ouais. Il n'y en avait pas énormément non plus à l'époque, mais quelque chose qui m'a bien aidé, c'est que j'ai découvert la couveuse entreprise Jobin, Ok, ouais. qui est une couveuse entreprise de la région wallonne. Et en poussant la porte de cette structure-là, j'ai pu être accompagné pendant 2 ans. Mhm. Donc, une première année, c'était vraiment structurer un peu le business plan. Quelques formations, genre comment tu crées une stratégie, comment tu Oui, fais la alors, communication. c'est assez...
sommaire, parce que c'était souvent des formations d'une matinée. Mhm. Et la difficulté, c'est qu'en plus, quand on n'est pas entrepreneur, on nous donne beaucoup de clés qui seraient utiles plus tard pour les entrepreneurs. Donc, D'accord. quand on ne les a jamais maîtrisées avant, c'est pas toujours évident d'appréhender tout ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette structure-là aussi, c'était un accompagnement qui me permettait de développer mon projet en couveuse avec le numéro de TVA de la couveuse, etc. Ouais. Et donc, entre guillemets, d'être au chaud pour le lancement, quoi. Mhm. Ok. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai pu bénéficier d'une bourse de préactivité de la région wallonne, Ouais. qui m'a permis de financer un voyage au Canada, puisque donc je me suis dit bon bah on va aller voir Ce qu'ils font ce un qui peu se plus fait ailleurs, ailleurs, parce ouais. que comme tu le dis chez nous, bah voilà, la bière c'est ancré depuis bien longtemps. C'est connu. Mais que se fait-il ailleurs et comment est-ce qu'ils la font? Parce que finalement, la bière, on en boit partout dans le monde. Mhm. Des bières de toutes sortes, avec toute une série de matières premières qui ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Ouais, ouais. Et donc, pourquoi pas aller voir un peu par ailleurs, quoi. Et Donc, en plus, je pense que. Alors, nous, on boit de la bière, on fait de la bière en Belgique depuis fort longtemps, on est hyper réputé pour ça. Mais je crois qu'on est un des rares pays à aussi mal les classer, en fait. Parce qu'on classe nos bières en blonde, brune, triple, etc. oui, effectivement. On va à l'étranger, on va nous parler de sour, de double IPA, de Belgian Ale. Oui, c'est ça. Oui. Donc, en On fait, est le pays réputé pour faire de la bière et on ne sait pas les classer. alors, je ne sais pas si on ne sait pas les classer, parce que voilà, maintenant on les classe très bien, mais en tout cas, ce qui concerne la gamme bestiale, effectivement, aucun nom ne correspond vraiment à aucun style de bière. C'est ça. Donc, tous les noms qui sont Ah bah, dessus, tu vois, je pense que pour les amateurs, on va peut-être un peu pousser on le n'en truc. est pas loin. On y reviendra sûrement tout à l'heure, mais Oui, on les a placés là, mais, évidemment. voilà, On en parlera après. Effectivement, moi j'appelais ma blonde la blonde alors qu'elle est à moitié ambrée. Oui, tout à fait. Ce qui Mais c'est les normes chez nous, donc. Oui, puis voilà, au début, la deuxième, la légère, au début, j'ai appelé ça Non, ça s'appelle la légère. Et puis, on l'a pas changé pour spécial de soif, mais le vrai terme, d'abord, c'est une smash qui est en fait une single malt and single hop. Donc, Voilà. techniquement, c'est un houblon, un malt. Ouais. Et en plus, c'est plutôt presque une session un peu IPA, parce qu'elle est... donc, le vrai terme, ce serait Dry Hop Session IPA. Mais alors, il y a, en 2014, dire perds un peu le je public fais une Dry à Hop ce Session moment-là, IPA, c'était un peu compliqué. Oui, ça fait un peu Voilà. trop dans son truc. Voilà, et donc ici, je suis resté avec des noms plus simples. Donc effectivement, je confirme un peu ce que tu dis, que à l'époque, c'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des brasseries aujourd'hui qui se développent, qui elles, par contre, utilisent vraiment un langage Ouais, qui essaie d'être plus précis parce qu'il y a plus aussi. technique, ouais. Allez, je veux dire, le public est peut-être un peu plus au courant. Oui, il y a une éducation du public par rapport à la bière aux microbrasseries, au goût aussi, puisque avant, les standards de bière ne sont plus du tout... Enfin, ça reste une grosse partie de la consommation actuelle, mais en tout cas, les microbrasseries actuelles et des brasseries plus historiques comme Cortillon ont participé grandement à l'évolution du palais du consommateur. Oui, Cantillon, ils belge, font je pas crois. mal de bières un peu acides, un peu lactiques. C'est ça, oui, ils sont des bières c'est ça, infectées. Oui, c'est une contamination aérienne, un peu comme le fromage de herbe, le lait est directement contaminé par les bactéries de la Brettanomyces, Bruxellensis concernant, c'est ça, je c'est crois. comme allez, il y a pas mal de bières bruxelloises, non, comme ça, ou Oui, les oui. lambics. Oui, tous les gueusiers bruxellois C'est ça. utilisent les mêmes techniques avec les Les bactéries de l'air ouais, c'est de ça, Bruxelles. hein. Donc en fait, on fait pourrir artificiellement la bière. Non, on fait pourrir la bière, je pense. C'est pas pour rire, mais disons qu'il y a, voilà, dans toute fermentation, ça tu es dans le métier de bouche, tu connais, Bien mais sûr. que ce soit les kéfirs, les kombucha, Ouais. le pain, le levain, Tout simplement tout le ce pain, qui fermente, ben voilà, c'est toujours un milieu un peu avec des sucres disponibles qui nourrit ou une levure ou une bactérie ou autre chose. Et donc, si la levure gagne, ben voilà, on a un produit qui est plutôt aromatiquement intéressant, etc. Ouais. Si c'est une bactérie, ben, ça dépend un peu des bactéries. On peut Ouais, avoir c'est des ça. bonnes et des mauvaises surprises. Voilà. On peut avoir un fromage assez agressif, style Oui, herbe. même certaines bières, Oui. il y a moyen que ce soit pas terrible. Ouais, moi, j'ai déjà vu des gueuses, de certains lambics. Il y a des lambics comme ça qui me... j'ai du mal, il y a un côté trop blé, trop acide. Et alors, pour les métiers de bouche, je t'avoue que moi, je ne mange pas de fromage, j'aime pas trop ça. Parce que la fermentation lactique, en général, me déplaît un peu. D'accord. Voilà, mais disons que c'est des goûts, en tout cas, nouveaux, auxquels on n'était pas confronté ou peu confronté précédemment. Et qui, grâce en partie aux microbrasseries, je ne pense pas que ce soit que les microbrasseries qui aient fait ça, mais grâce aux microbrasseries, grâce aux plus petits projets, il y a quand même pas mal de nouvelles saveurs qui sont apparues ou d'anciennes remises au goût du jour, et avec un retour pour des goûts un peu moins standardisés. Quoi. Voilà. Mais justement, on en parlait, je vais faire juste un petit aparté parce que quand on est en Belgique et qu'on se dit je veux lancer une entreprise et je ne sais pas comment faire, j'ai eu la chance aussi de découvrir il n'y a pas si longtemps les couveuses entreprises. Et en fait, il faut avoir une idée. Et en gros, on va proposer cette idée à un jury. Et si l'idée est validée,
Ben, en fait, on va être accompagné, on va garder soit une allocation de chômage, Oui, c'est ça, oui. ou en tout cas quelque Non, chose non, qui on nous est permet... protégé. c'est Ça state les droits. Enfin, à l'époque, je ne sais pas comment ça évolue maintenant, mais ça permettait de se lancer tout en ne perdant pas les protections. Oui, c'est ça. On a une petite garantie du financière chômage. qui nous permet de payer loyer, factures, etc. C'est ça, oui. Et sur le côté, ben, en fait, on peut essayer de développer une activité Voilà. complémentaire ou pour... Je pense que le but final, c'est d'être à temps plein dans ton Oui, activité. le but, c'est de tester un modèle, en fait. Oui. Et où le modèle prend, et on se dit, bah, OK, je me lance, ou je ne me lance pas, parce que C'est parfois, ça. on peut décider de ne pas le faire pour d'autres raisons. Ou ça ne prend pas, et on se dit, bah, OK, c'est pas grave. La structure accompagne aussi la sortie des gens. Mais voilà. Oui, quoi faire après si jamais ça ne prend Oui, pas. c'est ça. Voilà, ça peut accompagner aussi. Et si ça prend pas, ben, voilà, tu as un exemple idéal là-dessus. Si ça prend, ça peut a prendre. pris. Voilà, ouais. Et tu as une société qui fonctionne, quoi. Oui, depuis 9 ans maintenant. Depuis 9 ans déjà. Ouais. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a été créée, mais en commercialisation, je vais dire plus officielle, ça fait réellement un peu plus de 9 ans maintenant que les premières vaisselles ont été mises sur le marché. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des plans, vous ne savez pas comment vous y prendre, on a parlé de Jobin, il y Oui, il y a en a d'autres. Step Entreprendre. Oui. Voilà, pour celles que je connais, je pense que Créa PME fait plus ou moins ce genre Je de pense choses qu'il aussi. faut aller toquer dans les portes. Voilà, je crois que ça ça. s'appelle les SAS. SAS, oui, S-A-A-C-E. Oui, c'est ça. Donc si vous avez des idées, voilà. n'ayez pas peur, parce qu'en fait, on est quand même couvert, on est quand même protégé. C'est très bien fait. Franchement, je crois que c'est méconnu, mais c'est hyper C'est assez méconnu. Et bon, voilà, si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas. Je mettrai des liens peut-être dans les descriptions. Voilà, ça permet de devenir entrepreneur et de vivre de sa passion sur le tard, quoi. C'est un des moyens. Sur le tard, il y en a d'autres, mais c'est un des moyens en tout cas. C'est un peu moins effrayant. Oui, il y a ce petit filet de sécurité où on se dit, c'est ça. Il y a des gens à qui je peux parler, je suis accompagné. Exactement. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, quand ils se lancent et qui sont solo, se lancer comme entrepreneur en Belgique, c'est solitaire, hein, parce qu'on n'a pas souvent le soutien. Non, maintenant, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, ça. La fibre entrepreneuriale. Oui, parce que pour avoir été avec pas mal de monde dans les couves à l'époque, enfin, moi j'ai vite ressenti que certaines personnes, dans leurs questions, dans leur façon d'approcher les questions, etc. Je veux dire, oui, tu peux avoir une idée, mais finalement, parce que l'entrepreneuriat est fait pour toi. Tu peux avoir une très bonne idée, mais pas être un bon entrepreneur. Oui, c'est deux choses qui sont bien sûr séparables. Tu peux avoir un diplôme de cuisinier et ne pas savoir cuisiner. J'en ai croisé. C'est possible. Donc du coup, c'est parti, quoi. Tu t'es lancé... Tu crées une société, non? Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, je suis parti au Canada, j'ai découvert des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouveaux houblons, etc. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même pas mal. Et puis là, je suis revenu de là-bas avec un sacré paquet d'idées sur la façon de la vendre. Tout ce qui est brewpub, etc. C'était pas encore non plus très lancé ici. Brewpub, donc vraiment un bar de dégustation où tu as de la bière. Et où on produit. On peut produire aussi juste à côté, des bières exclusives temporaires, etc. Enfin voilà, des choses qui sont nées. Maintenant, il y en a à Liège et ailleurs. Oui, on commence à en voir. Il y en a. Je vais partir dans le vide, mais Julie, je ne sais plus comment, et son compagnon, ils avaient le Beer Ale Project. Je ne sais pas, je ne les connais pas tous, mais voilà. J'essaierai de retrouver l'info, je la noterai là, quelque part. Oui. Mais voilà, c'est un couple d'amis qui a bien réussi là-dedans, et je suis assez content, donc voilà, petit signe pour eux. Ok, mais voilà, donc, en tout cas, ça fonctionne, c'est un modèle qui fonctionne. Tu parles pas l'expérimental, Christophe et Julie, non, c'est pas ça? Si, Christophe et Julie. Voilà, oui, Christophe Leroy. Oui, voilà. Oui, expérimental, voilà, ça c'est... expérimental, enfin, expérimental. Ale, apostrophe Ale, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Oui, non, j'ai pas cité tout de suite. Mais voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais effectivement, c'est associé en fait un lieu de consommation avec le lieu de production. Comme à la Grand Poste ici à Liège finalement. Oui, comme à la Grand Poste, exactement. Comme à Cursus dans les Coteaux. Enfin voilà, il y a eu d'autres. Je crois qu'il y a un établissement aussi rue Saint-Gilles, je crois, qui a lancé possible. Ça. La fabrique de bière. Comme ça. Voilà, donc il y a pas mal de trucs comme ça qui n'existaient pas du coup effectivement à l'époque. Donc je suis revenu avec un paquet d'idées, mais il manquait quand même un essentiel. C'était le brassage, puisque même si aujourd'hui, on peut se permettre de commercialiser une bière sans savoir brasser, je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu brasseur, je n'ai pas la prétention je n'ai aucun diplôme, je n'ai aucune formation en la matière. Mais en tout cas à l'époque, j'ai fait le constat de me dire si je veux pouvoir créer mes produits et derrière les recettes et pouvoir vraiment maîtriser de bout en bout le process,
il faut une formation, il faut que je me reforme. Et en fait, c'est de nouveau le hasard de la vie. C'est des hasards. Tu fais des rencontres comme ça à des moments. Faut pas qu'il y ait de bonnes. Oui, ouais, on est parti là-dessus. Je l'ai. Ne commençons pas. Mais non, c'est des rencontres à un moment de personnes que tu croises qui font que tu as des opportunités. Et donc, moi, ici, j'ai eu la chance de croiser Mehdi Elour, qui est un enseignant à l'Agro-Oui, à l'ISIA-Oui. Oui, ok. Et en fait, il m'a présenté à Mohamed Boukarta, qui aujourd'hui est pensionné, mais que je salue s'il voit cette émission. En fait, donc, à l'ISIA-Oui, ils ont une installation qui est une brasserie réduite, en fait, de quelques centaines de litres. Pour pouvoir se tester, pour Non, pour l'apprentissage. permettre aux étudiants d'apprendre toute une série de process de fermentation et Ok. autres. Et la bière, ça fait partie de la fermentation. Ça fait partie il y a toute une série de choses qu'on peut étudier sur ce produit-là. Et cette petite installation-là, en fait, est une copie conforme d'une installation plus industrielle, plus grosse, Ok. et qui permet en fait de tester des recettes dans des conditions parfaites, en fait, parce que tout est très stable. Ce qui est très compliqué dans la bière, c'est d'avoir les mêmes gestes au même moment, les mêmes paliers de température, les mêmes conditions systématiques. Et quand les conditions systématiques sont les mêmes, alors on arrive à faire le même produit. D'accord. Si on change une variable, on a un produit différent. T'as une bière différente. Et donc, j'ai réussi donc, à faire un petit contrat avec l'école, donc l'ISIA-Oui, ce qui m'a permis en fait de tout réapprendre. Donc, Mohamed Boukarta m'a vraiment rappelé toutes les bases, tout ce qui était phénomène d'enzymes derrière, tout ce qui était technique de levure, à quel moment on met quoi, voilà, de manière beaucoup plus précise et de manière très pratique, puisqu'on a pu tester chaque concept en direct, si tu veux. Donc, quand je parlais tout à l'heure que j'aimais pas l'enseignement, enfin, j'appréciais moins l'enseignement traditionnel. Là, c'est très appliqué, très concret. Et ça m'a permis de redévelopper voilà, complètement mes connaissances en la matière. Et c'est là que j'ai brassé les premiers prototypes de Bestial. Avant de les produire, grâce à la bourse de proactivité et à Jobin, j'ai pu les produire en quantité plus grosse après, en créant un partenariat avec une autre brasserie existante. En fait. Ok. Donc, tout ce chemin-là, en fait, finalement, c'est un processus créatif, oui, mais surtout d'apprentissage. Tu avais des connaissances basiques, entre guillemets, tu avais déjà un peu étudié l'idée, tu avais déjà un peu étudié comment fonctionnaient les leviers, etc. Là, tu t'es vraiment spécialisé, tu t'es mis un gros focus pour avoir une crédibilité, pour pouvoir faire un produit. Oui, c'est ça. Pour sortir quelque chose de buvable et de correct aussi. Et 9 ans plus tard, personnellement, on en est là. Et 9 ans plus tard, ça se passe toujours aussi bien. Donc, on voit que je parle moins. Voilà. Je parle moins, mais du coup, je déguste un peu plus. Il y en a encore quelques-unes au cas où. C'est parfait pour moi. Non, mais oui, il fallait faire un bond à ce niveau-là aux connaissances parce que c'était pas suffisant. Voilà. Pas suffisant selon mon envie, parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, en Belgique, il y a suffisamment de structures qui proposent de faire ta bière sans rien connaître du tout. Donc, tu décides demain de faire la bière Urban Test, tu vas trouver une structure, tu dis écoutez, faites-moi une bière, une blonde avec un goût de caramel et une levure qui sort la banane. Ben voilà, on dit reviens dans un mois et ta bière est faite, tu mets ton étiquette dessus et c'est parti. C'est une possibilité, c'est une méthode de développement qui n'est pas celle que j'ai choisie. Parce que j'entendais Jean-Marc d'Attrape Sushi qui disait que lui devait être convaincu par ce qu'il vendait, il devait y croire et l'avoir goûté, etc. Enfin, voilà. Moi, c'est la même chose. Pour vendre quelque chose, pour pouvoir le proposer, parler aux gens, expliquer aux gens ce que je fais, j'ai besoin d'être convaincu, j'ai besoin de maîtriser tout, en fait, d'être convaincu de ce que je dis, que ce que je dis a du sens et est correct. Et c'est pour ça que j'ai voulu, moi, avoir ce bagage-là pour pouvoir... C'est une fierté personnelle. C'est quand même que derrière chaque produit, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu comptais en parler ou pas, mais la Bestial n'a pas d'installation. Hein, donc, c'est un projet. J'ai une grosse envie d'avoir mes installations un jour. Mais... Quand tu parles d'installation, c'est vraiment un atelier où tu vas pouvoir produire 100%. Voilà. Donc, aujourd'hui, Bestial, ça fait 9 ans que Bestial existe. Et pourtant, ça fait 9 ans que Bestial n'a pas sa propre installation de brasserie. Parce que ce sont des machines qui coûtent très cher, ça prend beaucoup de temps, ça demande du personnel, et donc en gros ça demande des fonds que je n'ai pas. Ok. T'as une idée un petit peu de la somme plus ou moins à réunir pour ce genre de projet? À l'époque, on était sur un projet avec bâtiment, tout compris, il faut compter 1 million, 1,5 million, je pense, minimum. Pour produire 1000, 2000 hectos
par an, grosso Ok. modo. Je pense que c'est à peu 1000, près la 2000 table. hectos, ça représente combien de bouteilles? Puisque je ne sais pas parler en Ben, hectos on fait, là-dessus. donc, on va dire 1000 hectos. Un hecto, c'est 100 litres. Ouais, 100 litres, ça fait 300 bouteilles, puisque dans un litre, il y a ouais, c'est 3,33 ça. ou 4,25. Donc voilà. En 33 ici. Hein. Ici, c'est du 33, oui. C'est le 33 Steyny, Yes. bière belge classique. Ouais, le format qu'on connaît tous. Format qu'on Qui connaît. est Ouais. consigné, c'est très bien. Et qui est consigné, voilà. Et donc, je ne sais plus comment on est arrivé là. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est toujours bien d'avoir une brasserie, mais j'ai toujours dit, ça ne se fera pas si je dois être l'esclave de quelqu'un d'autre et si Mhm. je deviens l'employé de mon propre projet. Ouais. Voilà. Et donc, il y a eu des opportunités, depuis 9 ans forcément, il y a eu des opportunités de développer le projet un peu différemment. J'en ai étudié certaines et puis finalement, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Ça prend plus de temps, ça va moins vite, Ouais, bien sûr. mais voilà, je reste Tu restes maître du projet, tu maître restes du le projet et je sais ce que je mets dans chacune des bouteilles. Ouais, c'est ça. Je reste mon propre patron, quoi. Et je suis libre, c'est ce que je voulais, donc voilà. Ah, c'est très parfait. bien. Je veux dire, finalement, c'est tout ce qu'on recherche dans l'entrepreneuriat. Je suppose, oui. Je veux dire, quand on sort du circuit classique des entreprises, c'est pour justement être plus libre, en tout cas. Je pense que tu penses à ton projet à peu près constamment, donc tu n'en es jamais libéré. Mais par contre, c'est toi qui vas le maîtriser, c'est Voilà, toi qui vas dire je vais faire ça à ce moment-là, je vais faire ça à ce moment-là. c'est un peu Ouais, tu as des l'utopie. objectifs financiers pour toi parce qu'il faut L'utopie vivre. d'entrepreneuriat, on dit je vais pouvoir être libre, etc. Enfin bon, je crois que tu peux Voilà. demander à tous les entrepreneurs que tu vas recevoir s'ils sont libres. Je crois que la réponse va être très variable. Mais Ouais, enfin, c'est voilà, ça. on a une liberté d'action, en tout cas, voilà, et de décider quand on arrête ou quand on commence. Voilà, Ouais, on tout à reste fait. le maître à bord, C'est normalement. ça. Et c'est l'objectif C'est l'objectif. que Oui. tu as atteint pour le moment. Oui, oui, depuis 9 ans, Ok. 100% indépendant, 100% autofinancé à part la bourse de préactivité du départ. Ouais, mais parfait. Et Les aides sont là pour ça. une liberté totale d'action, et c'est très bien comme ça. Et donc, du coup, tu l'expliquais déjà, mais ici, le prochain objectif, où tu laisses les portes ouvertes à d'autres choses, ou c'est vraiment cette concrétisation de cet investissement un peu, ce gros investissement, ce lieu Alors, que tu souhaiterais? oui, donc c'est un objectif qui aurait pu se réaliser encore cette année-ci au printemps, puisque j'ai essayé de racheter une brasserie d'occasion, puisque pour le moment, le marché ne va pas Ouais. super bien. Hein. Donc les microbrasseries, il y a eu, pendant des années, on nous a dit il y a une bulle qui va éclater. Bon, voilà. Là, elle a bien éclaté. Il y a des brasseries comme Léopold VII qui étaient déjà là quand moi je me suis lancé, qui faisaient des trucs assez géniaux, enfin des bières assez Ouais, je connais géniales. la bière, malheureusement, j'en ai À pas l'époque, bu j'avais beaucoup. été goûter une bière infusée au tabac de la semois, enfin des trucs. Ok. Avec la bière, on peut tout se permettre. Il y a des trucs. J'imagine. C'est infini en fait les possibilités. Mais des projets beaucoup plus gros, des projets beaucoup plus ambitieux avec des fonds derrière qui aujourd'hui n'existent plus. Mhm. Donc le secteur de la microbrasserie wallonne, je ne vais pas me prononcer pour les autres régions ou les autres pays parce que je ne les connais pas. Ouais, les normes sont jamais les mêmes en plus. Voilà. Mais en tout cas, en Wallonie, il y a quand même un égrenage qui est fait. Et donc, il faut être vigilant parce qu'en fait, comme j'ai dit, l'outil, c'est un objectif. Ça restera une fierté de pouvoir brasser moi-même mes produits dans mes installations et de pouvoir le montrer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui est un peu parfois frustrant. C'est qu'on ne sait pas comment montrer notre savoir-faire. On ne sait pas comment expliquer un peu notre philosophie, le truc, parce que on n'a pas cette installation. On est un peu privé de ça pour le moment et c'est un peu frustrant. Mais comme je l'ai dit, je ne franchirai pas le pas si ça met en danger la structure. Ouais. Donc, il y aura un moment, une bonne occasion, le bon moment, ça se fera. Et si ça doit prendre encore 10 ans, ça prendra encore 10 ans. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais espéré que ça arrive plus tôt. Ça n'est pas le cas, mais je vis très bien comme ça. Ouais. On se prend pas la tête. Tu arrives à créer malgré tout des nouveaux produits. Oui, bien sûr. À élargir la gamme. Évidemment, oui. En fait, ce n'est qu'un moyen de production finalement. Hein. C'est pas un moyen de création, c'est pas un moyen de développement. Mais il y a des structures qui ont des hommes, des cuves et qui, d'ailleurs, moi je travaille avec une brasserie qui s'appelle Anders et le nom dit bien ce qu'il veut dire, c'est les autres. Hein. Et en fait, ils n'ont pas de bière à eux. Donc, ils ont des cuves des hommes, mais pas de bière. Leur boulot, c'est ça. Leur boulot, créer c'est la bière, les recettes en tout cas d'autres. Alors, où ils créent les recettes pour d'autres, ou comme c'est le cas de Bestial, moi je vais avec une recette qui est déjà établie. Je leur montre, on en discute, parce que parfois ils ne sont pas toujours d'accord de tout faire, ou ils ont d'autres visions du produit. Et alors, une fois qu'on est d'accord sur une recette, elle part en production. Et derrière, le produit est commercialisé, si tu veux. Quoi. Je vais revenir un peu en arrière, parce que je vais poser une question un peu basique. Oui. Mais pour faire de la bière, il faut de l'eau, des levures, et on va dire une céréale, bien souvent du malt, du houblon, ce genre de choses. Oui.
comment, avec exactement les mêmes ingrédients, on peut avoir autant de styles de bières différentes, autant d'affinités. Et on va revenir sur ta gamme, parce que justement, c'est un super point de départ. Parce que pour moi, je suis peut-être un peu bête, mais je lis très souvent les ingrédients des bières, et je me fais cette réflexion de, je vais en prendre une ici, je vais pas trouver, parce que si j'ai trouvé comme un grand... Si, on le met en 7 langues. Donc, Malte d'orge. Oui. Malte d'orge, pardon, oui. On va tomber les allergènes principalement. Ouais, c'est quand il y a du mal d'orge, mais il n'y a pas la liste d'ingrédients, effectivement, Okay. parce que ce n'est pas une mention. On est d'accord que c'est de l'eau, levure, oui, c'est ça. sucre. C'est 90% d'eau. Céréales. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui fait qu'il y a une multitude de bières, c'est qu'on a une multitude de choix. Donc, au niveau des céréales, il n'y a pas que le malt. Il y a du malt, mais il y a le malt d'orge. Oui. Ce même malt d'orge peut être plus ou moins torréfié. Et donc, on va avoir des maltes très peu torréfiés qui vont donner des bières beaucoup plus claires, avec une saveur plus douce. Ouais. Et plus on va torréfier le malt, plus on va foncer la fameuse réaction de Maillard, en cuisine très connue. La caramélisation des sucres, etc., etc. Et on peut aller jusqu'à des maltes très noirs qui vont donner des bières cacao cacao-chocolat comme ça, avec des saveurs, même les brunes, etc., les quadruples aussi, de temps en temps. Rien que là, il y a une palette de saveurs et de couleurs énorme. Okay. Alors, tu choisis en plus des céréales non maltées, tu as aussi une palette de saveurs et de couleurs. Tu n'as pas que l'orge, tu peux avoir de l'avoine, tu peux avoir du froment, tu peux avoir du seigle. En Asie, on utilise le riz. En Amérique latine, c'est le maïs. Je crois qu'en Afrique, c'est le sorgho. Okay. Donc, il y a toute une série de céréales possibles. Et là, on a parlé que des céréales. Les levures, tu as une quantité de levures pas possible, qui te donne des saveurs extraordinairement différentes. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, il y a pas mal de brasseries qui ont déjà fait ça. C'est parce que c'est difficile à commercialiser, mais par contre, du point de vue pédagogique, c'est génial. Si tu prends la même la même bière, et tu l'ensemences avec 4 levures différentes, tu as 4 produits différents à la sortie. Tellement, ça a une grosse influence sur le truc. Rien que la levure. Donc, tu as la multitude de céréales, tu as la multitude de levures. Après, tu arrives au houblon. Le houblon, ça, c'est devenu aussi grâce aux microbrasseries, probablement. Moi, je croyais que toutes les bières avaient du houblon, tu vois, dans la tête. Alors, cette fleur, elle est très symbolique des bières, très particulière des bières. Presque toutes les bières ont du houblon, je pense, mais dans des doses très différentes. Les houblons, tu as plusieurs types. Tu as des houblons amérisants, tu as des houblons aromatiques. Tu n'utilises pas les mêmes pour le même usage. Pour moi, le houblon, c'est du houblon. Donc ça, j'apprends des choses. Et alors, il y a aussi le moment où tu mets le houblon. Donc, c'est-à-dire que si tu le mets en début d'ébullition, tu vas plutôt avoir l'amertume qui va ressortir. Et moi, les parfums, parce qu'ils vont être tués par l'ébullition. Mais tu peux le mettre en fin d'ébullition, tu peux le mettre à froid, tu peux le mettre dans le fermenteur. Et chaque moment où tu fais quelque chose va donner un profil aromatique particulier à la bière. Et quand tu additionnes finalement tout le choix des possibles, les céréales, les levures, les houblons, et ainsi de suite, en fait, c'est infini. C'est infini. Et parce qu'on peut aussi mettre des épices. Je ne vais pas parler d'épices, mais il y a la coriandre, les zestes d'orange. J'ai déjà vu des bières au chocolat, j'ai déjà vu des bières... C'est des piments, des légumes, des fleurs. J'ai goûté une bière piment il n'y a pas longtemps, c'était pas mal, c'était original. Tout est possible. Et donc c'est ça qu'en fait, les possibilités de création sont vraiment infinies. C'est un vrai jeu de créer des recettes. Et moi, c'est ça qui me passionnait. C'est chaque petit geste, chaque petit intrant dans la bière amène quelque chose. C'est comme en cuisine, c'est un équilibre de saveurs à trouver. Et les possibilités sont infinies, en fait. On peut dire un peu comme en cuisine, où que tout existe, mais en fait, on peut tout réinterpréter. Ta recette, je veux dire, de lasagne, ne sera jamais la même que moi. Même si on suit la même fiche, quoi. Tout à fait, oui. Tu donnes les mêmes ingrédients à 10 personnes. Tu donnes des cours de cuisine à des groupes, tu leur donnes à chacun les mêmes couteaux, les mêmes ingrédients, les mêmes recettes. T'as rien qui sort de la même façon du four. J'ai toujours des résultats différents. C'est ça qui est amusant. C'est la même chose. On va revenir dessus, je trouve. Parce que là, je pense c'est bon, la société est lancée, on est au courant, on a bien compris le truc, on est cool. Je pense qu'il est temps de parler. Moi, j'ai fini. Si tu veux. Avec grand plaisir, on va faire ça. Mais justement, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de... on va faire un peu de belle promo maintenant, parce que le produit est cool. Et voilà, moi, je connais les 3 premières de la gamme. J'ai vu un peu de com sur les suivantes, mais ta première bière, c'est celle-ci. C'est une blonde. Oui. Et c'est... Donc, c'est celle que tu as pu tester... Ah oui, ça déjà. Exactement. C'était déjà ce produit-là. Oui. C'était la bestiale blonde. Donc, en fait... La bestiale blonde, c'est un produit que j'ai toujours... c'est pas très vendeur, mais c'est un produit qui est sale. Sale. Qui est sale. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va.
Ok. Il n'y a rien qui va. C'est bourré d'erreurs. C'était la première bière que j'ai faite. Ouais. Et je ne maîtrisais pas encore tous les concepts de ce qu'on appelle le dry hopping, le blindage à froid, etc. Donc, je mets le houblon à un moment pas du tout opportun. Enfin, bon, franchement, j'avais appelé ça une blonde et finalement, elle est à la limite entre la blonde et l'ambrée. Elle reste blonde techniquement, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'échelle internationale de couleurs, le European Brewery Convention. Let's go. Et en fait, c'est une blonde techniquement, mais voilà, la plupart des gens disent l'ambrée alors qu'elle est blonde. Ce qui pose problème parce que. Moi, j'entends des bières blondes fortes aussi de temps en temps. Oui, mais les bestiales sont généralement pas fortes parce que je cherche pas à travailler l'alcool. C'est un truc qui peut m'intéresser sur certains produits, mais en général, je préfère les saveurs et la subtilité au côté alcooleux de la bière. C'est un choix, mais voilà. On n'a pas tous envie de boire une Gordon 12. Hein. Je t'avoue que voilà, chacun ses goûts. On a ri, on a déconné quand on était ado avec ça, mais il faut arrêter. Hein, voilà. Je te laisse maître de tes propos, mais voilà. voilà. Disons que personnellement, c'était pas ce que je recherchais. Ok. Et donc cette bestiale blonde, en fait, au-delà de ce côté un peu foireux de première recette, elle a vraiment un goût, c'est ce qu'on me dit souvent des retours que j'ai, identifiable peu entre mille, de par son amertume, de par son caractère. C'est une bière qui a une terrible longueur en bouche, mais les notes ne sont pas des notes très fines, très fraîches, c'est plutôt sur le fruit compoté, etc. Et c'est dû aux petites... On ne peut pas parler d'erreurs, parce que finalement, c'est ce qui fait son identité, donc ce ne sont pas des erreurs, mais c'est techniquement pas la façon la plus... classique d'utiliser les matières premières pour ce premier produit. Voilà. Et ce premier produit est resté tel quel, malgré les erreurs Oui, mais alors donc ça, c'est une particularité que j'utilise depuis le tout début. Donc en fait, pour créer une bière, je trouve qu'on n'a pas raison tout seul. C'est vrai dans beaucoup de choses dans la vie en général, je crois. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, tu lances un premier produit, tu n'as jamais commercialisé la moindre bière, etc. Ce serait peut-être intéressant de tester, de valider un peu ce produit et ce projet. Et donc, c'est justement un de mes anciens collègues du cabinet ministériel, Pierre Castelin, qui a travaillé à l'époque chez Plug-Air, qui était une structure aussi liégeoise ou wallonne. Je crois que ça existe toujours. Ça existe probablement encore, oui. Quelque chose tout comme à ça. fait. Plug-Air, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Et il se trouve que Plug-Air avait un concept à l'époque qu'on avait créé, je crois qu'on a lancé pour la bestiale d'ailleurs, qui s'appelait Test and Plug. Okay. Et donc, en gros, c'était quoi? C'était venir confronter ces idées à un public extérieur. Parce que tu vois, les amis, les copains, la famille, c'est bien, mais ils vont toujours te dire c'est super. Et il y en a peu qui vont dire en fait ton truc c'est de la merde et c'est pas bon. Faut oser le dire, hein, dans famille, faut en ami. Faut oser le dire. Ce qui rendrait plus service à l'entrepreneur, mais ça reste délicat. L'avantage de ce concept-là, c'est qu'en fait, on a un avis qui était plus neutre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait 3 variantes de produits qui étaient plus ou moins amères, plus ou moins houblonnées, etc. Et moi, j'avais un coup de cœur qui était une bière beaucoup plus amère que celle-là. Et j'étais convaincu que c'était celle que je voulais brasser, etc. Parce qu'aussi, j'étais parti au Canada où là, ils y allaient... Puis c'était goût personnel, puis c'était un truc... Oui, et puis voilà. Un truc peut-être un peu plus neuf aussi. Pour l'époque, c'était plus neuf. Oui, les IPA, c'était pas la mode comme ça l'a été par après. Ça existait. En fait, les bières belges traditionnelles sont plutôt des bières sur le grain, sur les épices, des bières souvent douces, souvent rondes. Oui, c'est ça. Voilà, avec des sucres complexes, une belle rondeur en bouche, une belle longueur. Je pense beaucoup à la triple carmélite quand on parle de ça, parce que c'est une bière hyper réputée, mais c'est vrai que maintenant quand on y pense. Du sucre en bouche. Hein. Oui, bah voilà. Après, ça plaît toujours. Hein. Ça reste sûrement des produits les plus vendus en Belgique. Mais voilà, j'étais parti sur des saveurs beaucoup plus marquées. Et ce Test and Plug, en fait, il y avait un double vote. Donc, il y avait un questionnaire qualitatif où les personnes écrivaient. J'avais mis j'ai aimé, j'aurais aimé. Parce que si tu mets j'aime pas de serrer l'enfer. J'aurais aimé. Ben, les gens disent voilà, j'aurais aimé un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Bon, voilà. Donc ça donne des pistes de travail que je n'aime pas. Tu ne sais rien en faire. T'aimes pas. Voilà. Il y a plus de 50% qui n'aiment pas la bière. Qu'est-ce que je fais? Je jette le projet. Exactement. Voilà, exactement. Donc il y avait ce petit questionnaire un petit peu. Pour moi, une bière, c'est ceci. Je la trouve pas assez ceci, trop cela. Enfin, il y avait toute une série de questions un peu ouvertes comme ça. Et il y avait aussi un système de vote dans des urnes où tu avais 5 jetons à répartir en 3 urnes sur 3 bières. Ok. Et tu pouvais mettre soit 5 jetons dans une, 0 dans les autres, ou 2, 1. Enfin, tu faisais comme tu voulais. Et donc, j'avais un double vote qualitatif avec les questions plus ouvertes et quantitatif avec les jetons. Et en fait, la bière que je voulais sortir... Ça te plaisait, mais... C'était la pire. Oh. La pire. La moins bien notée, quoi. C'était la moins bien notée, trop extrême, pas au goût, pas prête.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des bières qui sortent qui sont 10 fois plus extrêmes Oh, que c'est celle-là, ça. mais il faut se remettre dans le contexte. En 2015, 15, 16, voilà, C'est ça. le public n'était pas prêt. Ouais. En tout cas, le public sondé ce C'est jour-là ça. n'était pas prêt. Mais bon, faut bien te Voilà. référer à un référentiel. Oui, Je oui, répète. il fallait trouver. Mais voilà. Voilà. Et donc, en gros, je me suis dit, voilà, si tu fais ça, ben, tu vas peut-être dans le mur parce qu'en Ouais. fait, tu vas sortir un produit que personne ne va boire. Mhm. Donc, il vaut peut-être mieux. Alors, c'était pas non plus le jour et la nuit entre les produits. Hein. C'était 3 produits extrêmement similaires, mais Ouais, bien sûr. avec des dosages un peu différents et certains traits plus exagérés que d'autres. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, là, tu as un signal qui est donné. Il faut peut-être l'écouter si tu veux pouvoir le commercialiser derrière. Oui, si Ce que c'est j'ai fait, potentiellement ton public. Voilà, ce que j'ai fait. Et depuis, j'étais tellement convaincu par cette méthode Ouais. que je l'ai appliquée à chacun des produits. Ça fait vraiment partie de notre process de développement. C'est de solliciter l'avis. Je sais pas où les mettre pour ne pas gêner. Hop. Voilà. C'est de solliciter l'avis Ouais. d'une communauté de testeurs parce Ok. qu'en fait, on n'a pas raison tout seul. Et voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme retour. Du coup, première bière validée Première bière validée, après les tests. première commercialisation Elle a fonctionné solo pendant 2 ans. 2 ans quand même. Oui. Hein, c'est En déjà fait, pas chez mal. Bestial, on n'est pas. Je dis bien, j'ai toujours on, c'est marrant parce que c'est moi qui fais toutes les recettes, etc., presque en solo. Mais voilà, j'ai des collaborateurs, on Bien n'est sûr, pas, ouais. on n'est pas tout seul à travailler. Et donc, j'aime bien voilà, dire on, même si ils sont toujours consultés. Je fais goûter des trucs, etc. Ouais, bien aussi. sûr. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui suis derrière la R&D des produits. Yes. Et donc, ce produit-là a vécu 2 ans tout seul. Et oui, c'est ça que je voulais dire. On est lent en sortie chez Bestial. Voilà. C'est 2 modèles différents aussi que je respecte. Il y a des brasseries que j'adore qui sortent une bière tous les mois ou tous les 15 jours, etc. Wow, c'est- Mais c'est génial parce que du coup, tu goûtes. Ah ouais, c'est un tu fameux te dis, rythme, ah ouais. Mais il faut tenir le rythme, un. Ouais, c'est ça. Et le 2, parfois, sont des produits qui font waouh parce que tu te dis, ah oui, on annonce que ça va goûter un tel truc. Tu vas le goûter, tu te dis, ah oui, ça goûte Ça bien. coûte ça. Mais au final, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est soit patable, etc. Ouais, Enfin, ouais. voilà, là j'ai des doutes. Et donc moi, j'ai toujours dit, mon cahier des charges personnel, c'est que ça doit être patable. Une bière, ça doit être glouglou, ça doit. Ouais. Voilà, c'est le cahier des charges de Bestial. Ça doit se partager, ça doit on se en fait boire ce qu'on avec veut, des mais potes. Voilà. Une ne suffit pas. Et pour une recette définitive, il y a 30 variantes qui sont brassées. Ok. Donc, je travaille d'abord parce qu'on peut modifier qu'un paramètre à la fois. Mhm. Donc, si tu fais un brassin, tu as un lot de céréales, Ouais. tu ne sais pas changer les céréales. Tu as un lot de céréales, si tu veux changer les céréales, ben, c'est un deuxième brassin. Les levures. Donc, Mais t'as quand même une fameuse quantité de bières qui sortent. en fait, ce que je fais, je travaille en ballon. En ballon. Des ballons en verre, tu vois, des Ah oui, Dame d'accord. Jeanne ou des trucs comme ça. Ok. Et donc, en gros, je fais un gros brassin, quelques centaines de litres. Ouais. Ce brassin, je le divise en fonction d'hypothèses en X lots. Mhm. Ces lots reçoivent des traitements différents. Ah oui, d'accord. Ok. Et au final, je vais jusqu'au bout du process. Donc, Ouais, tu sors pas 100 hectos pour chaque essai. ah quoi. non, sinon, en plus en temps, etc. Une bière, c'est 2 mois. Hein. Ouais. C'est 2 mois de fabrication entre le jour de brassage et la dégustation, il faut 2 mois. Ok. Donc, il faut Oui, un oui, peu, mais c'est dans ma tête, c'est- hein, tu vois. non, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, pour gagner du temps, on travaille en ballon et on teste des hypothèses sur des lots plus petits. Mhm. Et alors, après, on goûte tout, on compare tout. Ouais. Et alors, je choisis mon champion. Parfait. Et alors, je prends mon champion que je rebrasse en 100 litres. Yes. Et je redivise ce champion en plusieurs variantes que Ok. je retraite différemment encore. Puis je prends mon champion de mes champions. Ah et ouais, ainsi de suite. d'accord. En fait, c'est de la génétique quasiment. Oui, c'est une sorte de génétique. Oui, c'est ça. Ben ouais. Tu En prends le fait, plus fort de chaque et tac, 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 tac. On y revient. C'est de nouveau une approche un peu scientifique, sûrement due à mes études et ma Ouais, c'est ça, bien formation. Et où, en fait, je pars d'un champ d'hypothèses et puis je réduis pour arriver au produit que je veux. Et alors, Ouais. c'est un peu bizarre à dire, mais quand je crée une bière, alors ça, j'ai jamais réussi à expliquer ça, mais On le tente. Allez. non, mais c'est comme si je l'avais déjà bu. Ok. Donc je me dis, ah, En fait, ton imagination te donne déjà le goût que tu vas avoir. ouais, c'est bizarre. Pas tant, parce qu'en cuisine, j'ai pas besoin de goûter ce que je vais préparer pour savoir quel goût ça va avoir, tu vois. Ah ouais, voilà. J'ai un peu mes associations dans mon palais et dans ma tête qui font que, de par l'expérience, je pense que tu as bu quelques bières Oui. pour avoir ce Ouais, ce c'est truc. Moi, je vais quand même... j'ai cette chance, c'est mon travail, Ouais, ouais, de ouais, manger ouais. régulièrement au Du restaurant métier. pour un peu... je n'en peux plus. Pour un peu, tu vois. Et je sais que je vais réfléchir à une recette.
bah, en fait, je sais déjà d'avance que, sauf vraiment grosse erreur, je Ouais. ne pense pas, grâce à mon expérience, bah, je pense que je sais que ça va plaire parce que au final, ça va être ce goût-là. Ben, Je peux le comprendre alors pour moi, je la pense même bière. pas que ça va plaire. C'est plutôt, j'ai une saveur sur la langue Ouais, que je n'ai jamais bu ni mangé, ouais, mais bien sûr. qui est là. Et donc, je vais aller chercher des ingrédients en disant, je vais mettre ça parce que je pense que ça va amener tel truc ou telle Mhm. levure ou tel. Parce qu'aussi, on a parlé tout à l'heure des ingrédients, mais il y a encore un autre truc. C'est qu'il y a plusieurs méthodes de brassage. Tu peux brasser à l'anglaise ou à la belge, c'est pas la même chose. Ouh. Donc le brassage à la belge, on fait des paliers enzymatiques, plusieurs paliers enzymatiques. À chaque palier, il y a une enzyme qui attaque ou qui dégrade les chaînes de l'amidon, Ouais, parce que finalement, c'est l'amidon qui est transformé en sucre assimilable, hein, bien sûr. comme dans pas mal de procédés Ouais, du pareil. genre. Donc ça crée soit de l'alcool, ça crée soit du CO, ça des... Ça, c'est plus tard encore à la fermentation, mais, Ok. mais déjà dès l'empâtage, donc le moment où on fait, pour expliquer un peu, vulgariser le brassage, c'est une soupe de grains. Hein, donc Mhm. on casse l'écosse du grain, on met tout ça dans une grande casserole et on fait chauffer. Yes. Sauf qu'on ne fait pas chauffer d'un coup ébullition comme ça, on fait des paliers de température et à chaque palier de température correspond une activité enzymatique qui va avoir un effet sur le malt qu'on D'accord, a mis ok. dedans, si tu veux. Et donc, le brassage à la belge, on utilise 2 grands paliers enzymatiques, tandis que les Anglais font un long monopalier. Mhm. C'est deux techniques Oui. un peu différentes, mais qui amènent des bières très différentes en termes de... Ah bah, je pense que les Belges n'aiment pas les bières anglaises Ah, et l'inverse. Dans les microbrasseries, il y en a pas mal qui utilisent le brassage à l'anglaise, et dans les bestiales, il y a C'est vrai certaines bestiales qui sont faites à l'anglaise Ok. et certaines bestiales qui sont faites à la belge. Ben, je pense que comme ça de tête, je ne pourrais même pas deviner lesquelles sont faites à l'anglaise et lesquelles sont faites. C'est normal. Après, j'avoue, c'est je viens technique. d'apprendre qu'il y avait 2 méthodes aussi. Voilà. Et donc, je ne sais plus comment est-ce qu'on est arrivé. On dit Ouais, c'est donc beaucoup, attends, je crois, mais bon, 2 voilà. paliers enzymatiques. Oui, donc, comme quoi, pour les recettes, chaque fois, c'est C'est ça. ça. C'est toujours... On parlait des céréales, on parlait des levures, on parlait des houblons, etc. Ben, la façon dont tu fais ton empâtage Ça change a encore la une finalité de influence. la Donc, bière. quand je te dis que ça a fini, ça a fini, quoi. Du coup, pour la légère, on est sur une bière moins forte. Oui, c'est ça. Donc la légère qui ne s'appelle pas la légère, elle s'appelle plus la légère. Elle parce s'appelle que, plus la légère, Elle pardon. s'appelle la spéciale de soif. Spéciale de soif. Alors pourquoi? C'est écrit. Oui, alors pourquoi? Parce qu'au départ, c'était la légère. Je me dis, c'est une blonde, elle est légère, on va appeler la blonde légère. Ça, Au lieu de session IPA, machin, ouais, qui ont triple dit tout à l'heure. hop, Voilà. Sauf qu'en fait, ça marchait pas. Alors, où ça marchait pas? Parce que c'était trop tôt. Mhm. Parce que jusque-là, les bières belges, c'était en moyenne 7 degrés. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est à peu près 7-8 degrés. Un peu plus fort. Le consommateur belge aime bien une bière un peu plus ronde, Ouais, plus tout à fait, alcooleuse, je suis etc. D'accord. Voilà, ça c'est un fait. Et les bières, là on a une bière qui est en dessous de 5 degrés, donc les pils industriels classiques c'est 5, 5, 2, etc. Mhm. Ici on est à 4,5, 4,5, 4,8, Oui, 4,5 au fût. Et en fait, quand j'expliquais aux gens, j'avais que ces deux-là, donc je disais j'ai la blonde classique, etc. Ou j'ai la légère, on dit ah non, Ouais, pas pas chez légère, nous, comme si c'était attends. un soda light là. Et je dis mais non, c'est juste une blonde légère. En fait, commercialement, ça marchait D'accord. pas, quoi. Et je me suis dit on va essayer autre chose, spécial de soif. Ouais. Ça veut dire la même chose, mais peut-être que ça ira mieux. Et je sais pas si c'est un changement dans les mentalités de se dire quand on va boire une bière, j'ai pas franchement envie de me la coller spécialement. J'ai peut-être juste envie de prendre du tout à fait. plaisir avec des saveurs, etc., sans me défoncer. C'est peut-être arrivé au bon moment avec le changement, non, je Mhm. sais pas. Mais en tout cas, depuis, voilà, elle a eu un meilleur succès que précédemment. Et c'est devenu une de nos meilleures ventes au fût. Pour ces raisons-là, je pense. On en parlait de changement. Je t'avoue que j'avais pas fait gaffe au changement de nom de Oui, bière. oui. Je pense que la première fois, parce que j'étais plus jeune, plus bête peut-être, quand on me proposait une bière légère, entre guillemets, c'est vrai que j'avais tendance à dire non, je vais prendre la blonde, je suis un bonhomme. C'était débile, hein, mais- c'était pas dans les modes de consommation de l'époque et les modes ont fortement changé, et tant mieux parce que du coup ça nous laisse aussi plus de liberté pour créer des produits avec des propositions plus fortes, et Mhm. c'est sympa, quoi. Et pour une autre anecdote, récemment, j'étais à un mariage d'un ami, etc. J'arrive au bar, on me dit oui, en bière, c'est de la bestiale. Je fais ouf, Voilà un ami qui a beaucoup de goût. ça va être. Oui, très bon ami, Thomas, félicitations, salut. Et, je me dis, la bestiale, ça va être un peu raide, ça va peut-être un peu taper. Et j'apprends que c'est la La spéciale de soif. ouais, tout à fait, ouais. Je dis, mais comme tu disais, c'est une bière qui sera plus facile à glouglouter. Et je sais que je vais Oui. plus profiter de la soirée parce que
elle va aussi moins m'attaquer au niveau alcool, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est ça. C'est le plaisir sans les effets désirables ou indésirables à chaque. Alors maintenant, on va passer à l'opposé, je Oui, pense. voilà, ça c'est la triple. Parce qu'on passe sur la triple. Voilà, le brassage à l'anglaise. Ah, bah tu On vois. en parlait tout à l'heure, la triple. La triple, en fait, donc l'histoire de la triple, c'est que je me suis dit, avant de faire une bière aussi, je goûte souvent, je fais un peu l'état des lieux. Mhm. On dit benchmark, pour utiliser des Benchmark, termes un peu, tu vois. Bon. De me dire, ben voilà, qu'est-ce qui existe en triple sur le marché belge, etc. Et alors, il faut goûter. Alors, Ouais. on goûte. Le travail. Dur boulot. Le travail. T'as vite des copains. Bon, mais par contre, on prend des notes, ça, on fait ça sérieusement. Ouais, Bon, bien sûr. c'est amusant, mais c'est sérieux. Il vaut mieux prendre des notes parce que je pense que si t'en goûtes Voilà, une dizaine. exactement. Et en fait, il y avait un constat qui était assez évident sur les bières belges classiques triples, c'est qu'elles ont toutes d'abord, elles sont souvent très riches en matière Mhm. et elles ont cet arôme de banane mûre. Comme une D'accord. banane mûre écrasée, c'est très connu Ouais, ok. dans les bières. Et en fait, je me suis demandé, voilà, moi, le cahier des charges de départ, c'est clair et net. Ça ne peut pas sentir la banane. Ouais, pour être un peu Et à l'opposé. il à faut une que ce position. soit battable, pas le côté matière riche. Pas que je n'aime pas. Mhm. Il y a des bières qui sont faites comme ça, qui sont excellentes, Ouais, bien sûr. mais elles sont comme elles sont. Et quand j'en veux une, j'en prends une comme ça. Mais je veux dire, j'avais envie de casser de nouveau les codes du style. Oui, puis Et un peu se donc, démarquer aussi. Oui, puis voilà, faire les choses que tout le monde, ça sert à rien. Donc, Oui, oui, faut oui. essayer des choses différentes. Et donc, voilà, c'était le cahier des charges de départ. Et donc, voilà, dans la fermentation, c'est la seule dans laquelle je mets un peu de sucre fermenté ici pour avoir moins ce côté matière. On est plus sur les strong ale, pour la plus Ouais, technique. ok. Et alors, on fermente plus bas en température. On utilise une levure un peu différente de la levure qui est dans les bananes, etc. Ouais. Et on met un houblon qui s'appelle le Sabro. Et le Sabro, c'est un houblon qui a une attaque mandarine-fraise et une finale vanille-coco. D'accord. Bah, Alors, tu il vois. faut lire les descriptifs de houblon, Ouais. c'est génial. Tu as un catalogue de saveurs. Le même houblon, tu goûtes à la fois, il y a aussi du cèdre dans celui-là, Ok. de l'Atlas, parce que je ne On sais part un pas peu le comme. cèdre européen. Là, on ce part qu'il en sent, mais- zytologie où on peut Oui, analyser assez voilà, profondément mais- les saveurs. Alors, c'est tous des profils qu'on peut retrouver. Maintenant, il faut encore arriver, il faut encore que le brasseur arrive à exprimer ces saveurs-là. Ça Ouais. dépend comment tu utilises le houblon. Enfin, voilà, il y a plein de chantes possibles. Et pour cette bière-là aussi, de nouveau, les fameux tests, tu sais, dont on parlait, les Mhm. ballons, etc. Euh, Cette bière-là, il n'y a pas de dry hopping dedans. Donc, c'est que D'accord. du houblonnage à chaud. Oui, dry hopping, donc du coup, c'est Oui. de rajouter le houblon à froid alors. Oui, c'est ça. Donc, quand la bière a fini l'ébullition, etc., donc il y a le procès de fabrication, il y a vraiment l'empâtage, on fait l'espèce de soupe de grain, Ouais. et puis on filtre, en fait, le jus, la soupe de grain, sur le grain lui-même. Donc, on fait tourner en circuit fermé D'accord. la bière, et en fait, il y a un gâteau de céréales concassé qui se dépose dans la cuve, et c'est ce même gâteau qui va servir de filtre tampon, en fait. D'accord, ok. Et la bière, le mou qui va passer, parce que c'est pas encore de la bière, va passer à travers, D'accord. va être filtré par ce même gâteau, et on va avoir un produit à la sortie qui va être qui peut être parfaitement transparent, translucide. Comme un consommé en cuisine en fait. Oui, C'est voilà, ça. exactement. Et alors, c'est ce jus-là qu'on porte à ébullition par après, où on met le houblon amérisant notamment, Mhm. etc., certains houblons aromatiques et autres. Et après, on redescend tout ça, au bout d'une heure et demie d'ébullition, on redescend tout ça à 25 degrés, 20-25 degrés, parce que les levures en dessous ne travaillent pas. Oui, c'est ça. C'est Et entre au-dessus, 20 et elle- 30. voilà. Même 20-25, je pense Ouais, que ok. c'est idéal. Et en fait, quand on est à froid, donc, alors de nouveau, il y a aussi plusieurs moments. Il y a le lagering, et qu'on est à 4 degrés. Il y a le De tout quoi, début. pardon? Le lagering, oui. Lagering. Voilà, J'avais il y a- entendu le mot. il y a plein de nouveau, il y a plein de moments possibles pour mettre le houblon, etc. On peut le mettre en sac, on peut le mettre à houblon libre. Enfin, il y a en pellet, en cône. Enfin, encore Tout plein de ça bières va encore différentes, changer. ok. Voilà. Et donc, le dry hopping, c'est ça. C'est le fait de mettre en tout cas à froid quand la bière est redescendue à une température de fermentation 20-25 degrés ou à 4 degrés vers la fin de fermentation pour déposer les levures. On peut mettre le houblon à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le dry hopping. Ok. Qui est utilisé notamment dans la bestiale spéciale de soif, mais pas dans la blonde ni dans la triple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais goûté une bière comme ça, hyper houblonnée, et je m'étais dit, waouh, c'est magnifique, on va y aller au niveau du houblon, quoi. Mhm. Et donc, on avait testé hors ballon 0, 2, 4, 6, 8 et 10 grammes par litre
de dry hopping, de sabro. Et donc, on se retrouve pour la dégustation avec les 2-3 ballons. Bon. Et je goûte la première, qui est celle-là, qui était... il y avait déjà du houblon, mais à chaud, donc pour dry hopping. Et quand je l'ai goûté, je me dis, mais... le one-shot parfait, ouais, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est cette saveur. Et on a encore au cœur dry hopping. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner après, quoi. Ouais. Puis on fait 2 grammes par litre. Là, c'était, voilà, sans plus, etc. 4 grammes par litre, c'est plutôt désagréable. Désagréable, déjà. Bah, bizarrement. Ouais. Mais il y avait un faux goût, je sais pas, il y avait un truc... alors, c'est peut-être c'est mal passé dans le ballon en question, je sais pas. Possible aussi. Et puis 6 grammes par litre, là, mes yeux, mes pupilles se dilatent. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bon, un ovni. Et puis 8 et 10 grammes par litre, là, ça devenait vraiment jeter l'argent par les fenêtres parce que le houblon, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Hein, on a un peu Ça devenait agressif pour coûter pas grand-chose. Ça n'apportait rien de plus. Ouais. Et voilà, c'était vraiment gaspillé, le houblon, etc. Et donc là, je me suis dit, bon, ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi 0 grammes par litre ou 6 grammes par litre jus de concours, comme j'aime à dire. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est quoi ton cahier des charges? Souviens-toi, c'est les bières patables. Donc l'autre, elle est super, mais elle était tellement aromatique qu'au bout de quelques gorgées, on avait un peu la langue qui séchait, on avait un peu le palais un peu qui raflait un peu plus. Tu vas en prendre une, mais peut-être pas 2, quoi. Tu fais waouh quand tu l'ouvres parce que ça sort dans toute la pièce comme si tu avais ouvert un truc de parfum. Enfin bon, voilà. Mais derrière, l'exercice de la désaltérance, ça ne marchait pas. Ouais. Et j'ai fait le choix, voilà, de dire on va rester sur la première. Avec une petite pointe de regret quand même. Et donc, quand on a fêté les 5 ans de la brasserie, enfin, on a fêté les 5 plus 1 an parce que c'était pendant le Covid, donc on a dû le faire après. On a sorti une canette anniversaire avec la version à 6 grammes par litre. Oui, parce que je l'avais quand même gardé dans un coin de ma tête. J'avais envie de me faire plaisir. C'est bien de faire un petit one-shot comme ça. Ouais, voilà. Et donc, ça, c'était pas un peu pour l'histoire de la trip. Quoi. Yes. Voilà. Et alors là, il y en a 2 qui sont plus récentes. Oui, les 2 dernières. Dont une même... il y en a une qui est toute fraîche. Elle est sortie... la Hazy IPA, alors c'est vrai que je ne la connais pas du tout. Oui. Mais alors, je pense qu'il y avait la fruitée. Oui, l'exotique, pardon. C'est ça. Donc l'exotique, pour la petite histoire, donc, moi j'étais assez fan des bières acides, des gueuses, etc. Ouais. Mais le principe de ces bières-là, c'est qu'il y a une bactérie lactique qui entre en jeu. C'est une bactérie qui va, au cours de la fermentation, rentrer en compétition avec la levure et amener cet acide lactique, cette acidité du produit, qui est un goût vraiment très particulier. Oui, Rodenbach, gueuse, oui, c'est ça. lambic. Tout ce qui est lambic, en fait. Tout ce qui est à base de ce qu'on appelle le lambic, c'est ça. Hein, c'est des bières avec une petite bactérie. Et là, c'est de nouveau, voilà, mon modèle a ses limites, d'où la volonté aussi d'avoir mon propre outil. C'est qu'on m'a dit, écoute, Simon, non, pas question de commencer à jouer avec des bactéries dans le cuve parce que si ça commence à se propager... Oui, il y a des voisins. Mais non, mais si ça commence à se propager dans les autres bières des autres, toutes nos bières vont être acides et ça ne nous arrange pas. Même si, bon, il y a des moyens techniques pour limiter le risque que ça arrive, mais bien sûr, oui. En tout cas, ils n'étaient pas chauds du tout. Et voilà, je ne suis pas chez moi, donc je dois faire les contraintes qu'on m'impose. Et j'ai dû réfléchir à une autre façon d'amener une acidité. Et donc, je travaille avec des purées de fruits de chez Pontier dedans. Donc, Pontier, c'est les grands chefs pâtissiers français connaissent tous Pontier parce que c'est vraiment Oui, puis je pense que je vois même le logo, la marque. Ah, c'est réputé, oui. C'est vraiment des produits de très haute qualité. C'est bio, c'est la pure pulpe du fruit. C'est vraiment le top du top. On en met 400 kilos par brassin, donc on a fait 1,2 tonne de fruits l'an passé, quand même, de pure pulpe de fruits. Et en fait, j'ai travaillé avec des fruits acides, donc j'ai mis du fruit de la passion et du citron vert dedans, qui sont extrêmement acidulés. Et donc en fait, c'est pas une fruitée classique, et donc c'est un produit c'est peut-être le plus sous-estimé de la gamme en fait, parce que il ne plaît pas. C'est celui que j'ai bu. Oui. Moi, je suis très satisfait. Mais quand on l'a en bouche, ça va. Le plus dur, c'est qu'on le goûte. Pourquoi ? Parce que le consommateur de fruité classique s'attend à des bières plus sucrées. Et donc, il se dit le côté un peu doux, rassurant, etc., on l'a pas. Ouais, cric, pêcheresse, tous ces classiques-là. Oui, c'est ça. On ne l'a pas du tout, puisque c'est pas du tout sucré. Tu l'as goûté, c'est acidulé. Légèrement acide, c'est vraiment frais. Comme il faut. Ouais. Et le buveur de bière classique se dit non, pour moi, c'est une fruitée. Donc, en fait, on est le cul de deux chaises et c'est le produit qui est le plus compliqué à vendre. Mais je suis content parce que ça fait quand même 2-3 ans maintenant et elle commence à
je vois bien que le public commence à adhérer et se dit ouais, c'est la fruitée pas sucrée, c'est chouette, Ouais. etc. Puis tu ouvres ta gamme en plus. Donc. Oui, et puis C'est voilà, tout neuf, ça amène autre chose. Et franchement, c'est un produit dont je suis hyper fier. Franchement, c'est un top produit. Et je suis ravi d'avoir fait ça. Et ce ne sera pas le dernier du genre. Les purées de fruits, c'est aussi. On en parlait. Voilà encore un. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que tu peux en rajouter plus, encore un voilà, élément, créer une nouvelle bière. Exactement. Ouais. Et alors là, on vient sur une. Maintenant, on connaît un peu plus les IPA. Oui, c'est ça. Oui. Hazy IPA, bon, là, ça devient un peu plus loin pour moi, mais. Mais alors, de nouveau, la question. Et là, c'est très récent. Voilà, oui, ça, c'est sorti ce printemps-ci. Donc, le projet de cette bière-là, donc Hazy, c'est le côté un peu trou, un peu voilé. Bon, c'est ce que je suis en train de déguster maintenant. Okay. Et en fait, Hazy IPA, New England IPA, New Zealand IPA. Comme dirait un ami à moi, tout ça, c'est tout cochon de la même truie. Ouais, c'est gros, la même chose, c'est juste que tu n'as pas fait au même endroit. Mais New Zealand, c'est plutôt avec des houblons néo-zélandais. Bon, enfin voilà. Mais c'est beaucoup de variantes qui veulent dire à peu près la même chose. Le projet, c'est quoi souvent? C'est que c'est une bière qui est une amertume beaucoup plus mesurée que dans une IPA classique. L'IPA classique, c'est vraiment... On va chercher ce côté râpeux, amer du houblon, mais vraiment du jus amer là, un qui peu plus donne agressif, soif. quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais que j'adore, hein, mais qui de nouveau est moins glouglou, moins gourmand. Et la Easy IPA ou les New England IPA, cette gamme-là de produits, on va dire, cherche plutôt à aller chercher l'aromatique du houblon plutôt que son amertume. Ouais. Donc on va vraiment aller à fond dans l'aromatique et moins dans l'amertume. Ça reste amer, on utilise des houblons en grande quantité, donc ça reste amer. Et voilà, c'est la dernière de la gamme qui est sortie. Il y en aura d'autres, mais je ne sortirai pas 50 bières, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, puis tu vas t'éparpiller alors que... Oui, après, ça a besoin. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun brasseur qui peut se limiter à une gamme fixe. Si tu as envie de mêler dans les cuves, tu as envie de chipoter, tu as envie de jouer au petit chimiste. Voilà. Tu vas pas faire toute ta vie la même chose. C'est ce qui est gai, quoi. Je veux dire, puis quand tu peux aller plus loin, travailler avec des produits de saison, tu peux Enfin voilà, moi j'ai un milliard d'idées qui sont là et de projets par rapport à ça, mais ça passera par un outil de production à un moment donné. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, tu te permettais de faire des petits brassins, des petits ballons, comme tu disais, pour tester des nouvelles choses. Qu'est-ce que tu testes en ce moment? Alors en ce moment... Là, on est. Dévoile ce que tu peux dévoiler. Non, on peut dévoiler. Non, il y a pas. Là-dessus, c'est un petit secret que je vais dévoiler, mais il y a une tendance en fait. On disait tout à l'heure, les microbrasseries pour le moment ça va pas bien parce qu'en fait les ventes de bière en Belgique vont pas bien. Ouais. Donc, je pense qu'il y a eu. Enfin, c'est ma vision des choses, mais je me trompe peut-être. Il y a eu un moment sur le marché absolument tout et n'importe quoi. N'importe qui mettait n'importe quoi dans une bouteille avec une belle étiquette, même une très moche étiquette. Ça se vendait. Et le problème, c'est qu'en fait, derrière, le consommateur, il payait cher ses produits pour des produits parfois très moyens. Et donc, je pense qu'il y a eu un retour au grand classique. Oui, parce qu'il y a une méfiance de la nouveauté. Voilà. Moi, j'ai vraiment perçu ça sur le terrain. Et il y a quand même beaucoup de campagnes. Voilà, l'alcool, c'est pas du chocolat, bon, faut le dire. Voilà, à consommer avec modération. Ce sera écrit quelque part. Mais donc voilà, la tendance, c'est une diminution de la consommation d'alcool, ce qui est sûrement mieux pour la santé des c'est un plaisir, en fait. Gens, ça doit rester un plaisir. Mais du coup, le seul produit qui est en pleine augmentation, c'est la bière sans alcool. Oui. Où là, en fait, j'ai entendu parler de chiffres de 300% d'augmentation des volumes de vente. Au début, moi, j'étais farouchement opposé. Je me disais, jamais de la vie, ça sert à rien. Si je veux boire une bière, je bois une bière, sinon je bois un verre d'eau. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est ça, prends un soda, tant pis. Voilà, exactement. Sauf qu'en fait, c'est aussi une question de mentalité qui évolue, et moi-même j'évolue. Oui, bien sûr. Voilà. Je suis ravi maintenant de tomber sur des produits, des projets sans alcool un peu qualitatifs en fait. Parce qu'avant, ça n'existait pas, ça existait, mais ça n'a jamais été bon. J'ai des souvenirs de fruits ou de soda. J'ai des souvenirs de bière qui goûtaient un peu le. Ah oui, dans les Virena, oui. Le sif à l'époque, tu vois. Le pec citron, des trucs comme ça. Que maintenant, honnêtement, oui, j'ai déjà goûté des bières sans alcool. Je me dis, c'est ça. Moi, c'est pareil. Faut me le dire, parce que je n'aurais pas spécialement pu deviner. Non, c'est hyper qualitatif, c'est bon, c'est gourmand. Plus un autre exercice. Je pense qu'il y a aucun moyen de s'amuser. Oui, à fond. Et c'est pas évident, parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que les bières en dessous de 4 degrés, 4 degrés et demi, manquent souvent de
de corps, hein, forcément, parce que l'alcool, c'est aussi une composante du goût. Mhm. Et un produit très alcoolique, une petite chaleur, etc., comme la tripe, comme d'autres, ça va amener vraiment une saveur aussi équilibrée, soutenir des choses en bouche, des arômes. Quand il n'y en a pas, c'est très compliqué, c'est extrêmement difficile. Et, euh, et j'ai goûté voilà, des bières de d'autres brasseries qui font ça très très bien. Et je me suis dit, en fait, non, il y a moyen de sortir des choses qui sont très qualitatives, très bonnes. Voilà, c'est nouveau pour Ok. moi. C'est un nouvel exercice. C'est un nouvel exercice. Comme toujours, je vais apprendre des choses. Je vais sûrement me planter en faisant des trucs pas terribles ou d'autres Trempe meilleurs. d'abord, puis Voilà, on écrème on au va fur et faire à le mesure, fameux ouais. système qui marche depuis le départ. Et puis, on va voir un peu où ça va nous mener. Mais je pense que ça, c'est un projet pour l'avenir. Et alors, il y en a un, tous ceux qui me connaissent, c'est pas un secret de polichinelle, mais je suis un fanatique de bière noire. Ok. Alors, le marché Ouais, les stouts, je t'avoue que même moi. non, ça marche c'est- pas, ça marche pas du c'est tout. compliqué. La moitié des gens trouvent ça dégueulasse, mais moi j'adore ça. Brune, ok. Ah non, oui, Ah, mais bière alors noire, c'est. la brune c'est marrant parce que c'est un truc on nous le demande tout le temps. Il y a pas un salon ou une foire où on ne dit Mhm. pas ah, on n'a pas une bonne brune. Mais ouais, dans les ventes, ça se vend pas. Ça se vend pas des masses. Ça Non, se je sais vend bien, pas. je sais C'est bien. encore pire que le stout. C'est vrai? Ah, je crois que oui, ouais, je crois que c'est pire que le stout. Et je crois que celui qui boit sa brune, il boit sa brune depuis 20 ans la même et il n'est pas prêt d'en changer. Donc, Westmalle, si vous voulez, un jour qu'on se ou rencontre. Rochefort, hein, ou pareil. d'autres, et qui sont des produits qui sont super, attention, hein, parce que Oui, c'est des produits qui sont vraiment. Ils sont installés, quoi. Hein, Oui, ça, oui, c'est- mais et puis c'est bon, c'est pas. Voilà, c'est des styles plus traditionnels, mais qui sont Ouais, très bien bons. sûr. Et voilà, moi, si je vais devoir faire encore une qui est vraiment un produit coup de cœur pour moi, c'est le stout. Ok. Mais Qui a son public. voilà, qui a son public, mais qui commercialement, voilà, Mais c'est c'est un pas, peu niche, ouais, ok. voilà, c'est pas ça qui va me permettre de payer un outil de brasserie à 1,5 million en tout cas. Allez, les copines sont là pour Voilà, tanker, on va c'est ça, dire. c'est ça. Voilà, il y a ceux qui tirent un peu plus la locomotive Ouais. puis Bah ouais, les bah autres c'est un sont peu là le but plus du pour jeu. se faire plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir aussi. quand Ouais, même, c'est le but du jeu, c'est de pas un s'ennuyer truc, dans son travail. voilà. Exactement, ouais. Bah, merci beaucoup. Je crois que, je sais pas si ça a inspiré des gens, ou en tout cas, bah, moi je vais pas faire de la bière demain, mais je pense que je continuerai à en boire et à découvrir des produits comme ça et me dire que, ouais, en fait, chaque micro-paramètre permet une déclinaison. Et en fait, ouais, comme tu disais au début, c'est des déclinaisons à l'infini. À la fini, ouais. Moi, j'aime bien terminer en général par des petites questions Oui, plus justement, on va aller voir un peu chez les voisins. Et qu'est-ce que tu as eu comme découverte récente sur un produit où tu t'es dit, waouh, c'est quand même hyper inspirant, original, un peu plus neuf peut-être? Ou quelqu'un que tu veux mettre en avant Oh, ben, il y a énormément de brasseries qui font des choses super hein, dans tous les sens. À chaque fois qu'on rencontre d'autres brasseurs, on apprend des tas Mhm. de choses. J'ai été il y a pas si longtemps que ça à un salon à Lille où il y avait une brasserie qui s'appelle Mogwai. Mogwai, j'ai déjà entendu, ouais. Ouais, ils sont assez rock'n'roll, assez marrants. Et alors, ils font. Là, faut être accroché, mais j'avais goûté des bières Tzatziki. Ok. Oui, avec de la menthe, du concombre, Concombre, etc. yaourt, Ail, menthe, ouais. Goût pizza, avec de la purée de tomates fermentée. Ok, ouais. Bah, là, par contre, Pourquoi pas. ça devient spécial, mais dans l'extrême, c'était super. Ils font des bières plus classiques, Ouais, quand même. droites, etc. Mais je trouve ça fou de voir comment on Un peut côté faire un des peu trucs. punk comme ça, où ils font un peu n'importe quoi. On parlait tout de l'expérimental, etc. Récemment, on discutait encore avec eux. Ils ont un truc qui est, je trouve, super intéressant. Sur un stout qu'ils ont fait, ils ont fait 2 produits hors d'un. Donc, en fait, ils ont fait un Imperial Stout. Donc, l'Imperial Stout, c'est des stouts assez hauts en alcool. Et le problème, quand on fait ça, c'est qu'on a un rendement qui est très faible, en fait. Parce que Ok. le fameux gâteau dont je parlais tout à l'heure, les drèches, tu dois quasiment pas le rincer pour avoir un maximum de concentration de sucre qui te permet d'avoir un taux Ouais, une d'alcool montée plus d'alcool. élevé. Mais quelque part, le gâteau, il a encore plein de saveurs, il a encore plein de choses à offrir. Et donc, ils rincent ces drèches et ils font un deuxième produit avec, qui est je sais plus si c'est un dry stout ou si c'est un stout IPA. Enfin voilà, ils revalorisent une deuxième fois le même gâteau Ouais, pour faire 2 produits hors d'un seul en pâtage, quoi. ok. Ça, c'est des choses qui sont très inspirantes, parce que je trouve que c'est génial. Je crois que j'avais entendu aussi dire Dr. Van de Corenard, qui est une autre brasserie, qui fait un batch. Il laisse le gâteau, lui, par contre, 24 ou 48 heures, s'affecter par les bactéries. Ok, ouais. Et puis, il rince, et du coup, il fait une bière affectée avec les bactéries qui se sont créées en 48 heures, quoi. Donc, c'est tous des trucs comme ça, des process ou des rencontres comme ça qui font que tu découvres des nouveautés En ou fait, un on a nouvel encore ingrédient. énormément de choses à apprendre, alors Ouais, qu'on a l'impression de savoir comment on fait de la bière, mais en fait, il y a
toujours de la nouveauté, toujours des nouvelles idées. Alors, les grands principes restent toujours les mêmes. C'est comme dans la cuisine. Tu fais un bouillon, c'est un bouillon. Tu fais une réduction, ou je sais pas, j'adore la cuisine, mais je suis pas. Et puis, c'est croisement avec le vin aussi. Parce Ah que oui, ça, tout à fait, tu as ouais, des ouais. trucs avec le vin, des levures de raisin ou des croisements bien vers vin, bière, etc. Oui, bien sûr. Des Enfin, moi, accords. Il y a j'adore. pas mal d'ateliers maintenant zytologiques où tu apprends justement à Oui, comment oui, associer de la bière à certains plats. aussi, ouais. Ça se fait aussi pas mal dans le nord de la France, parce qu'ils ont une grosse Oui, culture oui, tout à fait. Oui, bière aussi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore de resto où on mange. Bah, quoique, attends. Si, ça se développe. Ouais, ouais, Ça se développe. Si. J'en avais entendu parler d'un resto qui cuisinait avec des bières et en plus qui faisait des pairings, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça, Je sais pas le nom comme ça, mais voilà. c'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que quand j'ai découvert ça il y a quelques années avec un ami zytologue, Brice. En fait, j'imaginais ça comme un truc. Alors, c'est sûrement très complexe, mais ça vaut la peine d'essayer chez vous des accords comme ça. En fait, on prend un fromage, ou 2-3 fromages et une bière, et on goûte. On a fait l'exercice ensemble. Tu mets en bouche un morceau de fromage, tu fais une première fois, mais tu gardes encore un petit peu en bouche, et puis tu bois une gorgée de bière. Et là, il y a un peu 3 choses possibles. Ou il se passe rien, tu goûtes le fromage, tu goûtes la bière, et puis voilà, bon. Voilà, il n'y a pas d'accord. Ou il y a un accord qui fait que c'est pas bon. C'est possible. Donc c'est un accord qui est là, mais qui est un accord plutôt négatif. Ouais. Ou il se passe un truc. Ouais, Et quand il se passe un truc, boum. Non mais là, c'est comme une explosion. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer ce genre de trucs-là parce que c'est moins complexe. Enfin, comme je dis, c'est sûrement beaucoup plus complexe que ce que je pense, mais c'est pas aussi... il faut pas être... faut pas être fermé, il faut chercher, il faut tester. Oui, fait. mais c'est très accessible. La Oui, surprise de l'accord est souvent tellement évidente que en fait, il faut juste se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de boire, qu'est-ce que je suis en train de manger. Il ne faut pas juste avaler les choses bêtement. Il faut prendre le temps de... Ça fait des années qu'on accompagne nos scotch CTS avec un petit bout de fromage, sans trop réfléchir. Alors qu'on va nous servir une pils classique, on va nous mettre un vieux chips à côté. Il y a peut-être des choses à découvrir plus loin, quoi. Il y a peut-être des choses à découvrir plus loin, voilà. Mais en tout cas, sur des produits plus élaborés, oui, bien sûr. Ça vaut la peine de jouer, même entre amis, de se dire tiens, on va essayer de découvrir des accords. Et c'est surprenant, comme parfois c'est évident, quoi. Ok. Bah, je noterai les petites références aux copains. C'est vrai que la brasserie un peu punk, je connaissais le nom, mais je pense pas que j'ai déjà bu des choses de chez eux. Et sinon, justement, par rapport à la cuisine, on parle de petits restos. Bon, je suis cuisinier à la base. Oui. T'as encore un resto que t'aurais découvert il n'y a pas très très longtemps qui t'a marqué? Il y a des restos... Ou un grand classique que t'adores, hein, tout simplement. Il y a les deux. Il y a des restos que je fréquente depuis des années pour plein de raisons. Il y en a un que je dois absolument citer en premier, c'est la mairie de Saint-Folien. Oui, qui est très peu connu en fait. Très peu connu des Liégeois. Ou pas assez connu peut-être, mais j'ai pas quelque part... Nénette m'en voudra si je dis ça, mais c'est un peu mon petit trésor à moi et à beaucoup d'autres. Mais c'est une cuisine familiale, c'est une cuisine où tout est fait maison. Ouais. C'est des plats magnifiques, magnifiques. C'est des grands classiques, mais superbes. Avec son fils Samy qui est en cuisine avec elle. Et c'était les premiers à Liège à m'avoir fait confiance, dans les premiers en tout cas, avoir distribué à à Londres. Ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble et voilà, du coup, c'est forcément une de mes cantines. Évidemment. Bon, voilà. Mais sinon, il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup la table de Yannick. Ah oui, aussi en référence très... Alors, c'est marrant parce que j'ai des invités qui viennent régulièrement. Tu n'es pas le premier à citer la table de Yannick. Voilà, mais ça ne m'étonne pas. C'est un des maîtres pour ceux qui aiment bien les abats, etc. Il y a le Tour du Monde aussi dans le même style. Hein. J'ai pas mal de cantines. J'ai peur d'oublier du monde et de vexer des personnes. T'inquiète. Mais non, j'adore la nourriture en général, je disais tout à l'heure. Et alors, c'est parce qu'on a qu'une vie et qu'il y a que 24 heures dans une journée, mais je suis aussi branché. Tout ce qui fermente, le vin, la bière, tout, ça me passionne. Donc, petite passion pickles, revenue récemment. Oui, je fais des actes de fermentation, etc. à la maison. Je fais pas mal de trucs. Donc, ma femme voit des trucs qui font des bulles dans tous les sens. Quand c'est pas de la bière, c'est des lactos ou c'est autre chose, du levain. Enfin bon, voilà, j'ai toujours besoin d'expérimenter des choses. Et tout ça me passionne, en fait. Tout ce qui est... produits vivants, tout ce qui est produits fermentés, quels qu'ils soient. Le vin, je suis presque aussi fan de vin que de bière. Enfin bon, voilà, donc je suis plutôt bon vivant de ce côté-là. Bon vivant, oui. Je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Hélas, oui. Moi, je dis toujours, si tu vois un homme passionné dans son métier, en cuisine, mais qui est mince comme un clou, méfiez-vous en fait. Il y en a voir, alors. C'est que l'homme n'aime pas ce qu'il fait, je sais pas.
Moi, je connais les goûts que ça a, mais je me rassure en me disant, bon, on va Ben goûter oui, un petit évidemment. peu. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on fait des bons produits, c'est Évidemment. en voulant bien faire, en voulant bien faire pour les autres aussi. Oui, c'est des bons pour soi. Faut Et se si faire on s'amuse plaisir, en plus, ouais. quel bonheur, quoi. Exactement, oui, exactement. Simon, merci pour tout. Avec plaisir, Karim. Merci pour Merci cette aussi. discussion. J'en ai appris énormément alors que je pensais m'y connaître en bière, figure-toi. Comme quoi, on apprend encore tous les jours. J'aimerais vous demander à vous également si vous avez des conseils en bière, qu'est-ce qui vous plaît comme produit, est-ce que vous connaissez déjà la bestiale. Je sais qu'il y a une petite commu sur les réseaux qui Oui, existe. les etc. sauvageons. Les sauvageons. Réveille la bête qui est en toi, voilà, pour la petite maxime de la brasserie. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà goûté les produits. N'oubliez pas, le petit like, le petit abonnement sur la vidéo, c'est ce qui va m'aider à grandir et à inviter des gens de grande qualité comme à chaque fois et de continuer l'aventure plus loin. Et comme d'habitude, évidemment, je veux remercier le studio Mon Podcast pour leur accueil dans leurs locaux qui sont toujours aussi bien équipés et on est toujours super bien reçus. Donc merci à eux et merci à vous tous pour le soutien, pour les futurs abonnements et pour les likes. Simon, encore merci beaucoup. Avec et plaisir. Merci pour tes bières. Merci c'est à un tous. plaisir. Salut. Merci à toi.